Vous savez, le Talmud est plein d'humour et j'ai l'habitude d'essayer d'en mettre un peu dans mes conférences. Donc je vais commencer par un petit trait d'humour qui est le suivant, c'est que quand on est conférencier, on a une sorte d'obligation morale de parler, quel que soit le nombre de gens qui viennent à la conférence. Et un jour, et d'abord, quand il y a peu de monde qui vient à une conférence, la règle d'or de la déontologie des conférenciers, c'est de ne pas leur faire de reproches parce qu'eux, au moins, ils sont venus. Quand j'étais un jeune rabbin, à Yom Kippour, je faisais des discours à la synagogue et je faisais quelques reproches à mes paroissiens de ne pas toujours venir, etc. Et alors, il me disait souvent, mais nous, au moins, on est là, Yom Kippour. Si vous voulez engueuler quelqu'un, engueulez ceux qui ne sont pas là. Mais nous, on ne mérite pas que vous nous fassiez des remontrances. Et donc, quel que soit le nombre de personnes, il faut parler. Mais ce qui compte, évidemment, surtout dans notre communauté, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas de la communauté, mais qui sont proches de nous ce soir, ce qui compte, c'est évidemment la qualité et pas la quantité. Et donc, un jour, il y a un conférencier qui a fait une conférence où il était seul. Il y avait un auditeur. Mais il y a une règle, quel que soit le nombre de personnes, vous parlez. Donc, il a fait sa conférence, et quand il a terminé, il s'est tourné vers cet auditeur et il lui a dit « Je vous suis très reconnaissant d'être venu assister à ma conférence ». Et l'autre lui a dit « Je vous en prie, ça a été un plaisir. Et d'ailleurs, je vais vous demander de me rendre la réciprocité car je suis le prochain conférencier. » Bon. Une seconde anecdote sur les conférences, après quoi on entrera dans le vif du sujet. J'ai pris quelques petites notes parce qu'on m'a demandé de traiter tellement de sujets à la fois que seul Einstein pourrait le faire. C'est qu'un jour, Moshe Dayan, aux États-Unis, est allé faire une conférence, et juste avant la conférence, il a dit « J'ai oublié mes notes à mon hôtel ». Alors, c'était une conférence pour le United Jewish Appeal. Bon, alors on a envoyé le chauffeur chercher les notes de Moshe Dayan à l'hôtel, et il a mis devant lui, comme j'ai mis, 2 papiers. Et après la conférence, il a oublié ses notes. Alors évidemment, le président de la communauté était très curieux d'avoir des notes autographes de Moshe Dayan. Il est allé voir quelles notes il avait prises pour sa conférence. Et sur le papier, il y avait écrit comme ça « The Jews, money, money, money ». Bon, je vais essayer d'être un peu plus explicite ce soir en une circonstance où je sais que beaucoup d'entre vous, probablement, auraient préféré qu'on parle du sujet qui nous tient tous à cœur actuellement, c'est-à-dire de ce qui se passe à Gaza. Car il est clair que c'est un événement dont on ne peut pas sous-estimer la gravité et surtout dont on ne peut pas sous-estimer les conséquences et les séquelles en Europe occidentale, ou même à Barcelone, vous avez déjà subi certaines agressions. Elles sont en train de se multiplier en France. Et il est clair que cette guerre va laisser beaucoup de traces dans les esprits et évidemment de traces négatives. Je ne veux pas approfondir ce sujet sur lequel nous pourrions sûrement avoir un débat intéressant. Il est évident, si vous voulez, ma position sur ce point, il est évident qu'Israël est tombé, mais inéluctablement dans le piège de Hamas, qui consiste à l'obliger à faire des victimes civiles pour pouvoir se débarrasser de ses ennemis. Il est évident que tous les esprits occidentaux ne peuvent qu'être frappés et choqués par la disproportion entre le nombre de victimes d'un côté et de l'autre et le nombre de femmes et d'enfants qui meurent, pour lesquels nous, en tant que juifs, ou tout simplement qu'êtres humains, nous pouvons avoir qu'une énorme compassion. Mais il est évident aussi, d'un autre côté, et ça ne diminue pas la compassion, il est évident que toutes les guerres sont des guerres sales, même quand ce sont des guerres de légitime défense, que toutes les victimes sont des victimes, et qu'on est toujours plus exigeants, nous-mêmes, les premiers souvent, envers Israël qu'envers les autres. Lorsque, dans une journée, en Afrique, au Rwanda ou au Darfour, on vous apprend que 200 personnes ont été tuées à coups de hache, il n'y a pas une personne qui descend dans la rue. Lorsque les Américains ont bombardé Dresde, en une journée, ils ont tué 30 000 civils. Personne n'a les accusés de crimes de guerre. Et je me suis posé la question que certains pourraient vous poser de ce qui se serait passé si
la télévision avait existé au moment de Hiroshima. Combien de millions de personnes seraient descendues dans la rue pour protester contre... Il n'y a pas de comparaison avec Gaza. On a tué 100 000 personnes d'un seul coup. 100 000 à Hiroshima et 60 000 à Nagasaki. Donc on a toujours aussi le sentiment que les crimes de guerre que toutes les nations occidentales ont fait, on les pardonne plus ou moins facilement. À Israël, on ne pardonne rien. Ça ne diminue en rien l'horreur de ce qui se passe, mais il faut, comme on dit en Israël, Ishmor al proportiot, savoir garder les proportions. Et évidemment, tout ça renforce l'antisémitisme. Alors l'antisémitisme, on m'a demandé de parler de trois sujets, effectivement. Quel est le rapport entre la mémoire, l'antisémitisme et la Shoah? Au fond, on peut dire qu'en tout cas, et la psychanalyse, on peut dire qu'en tout cas sur l'antisémitisme et la psychanalyse, la Shoah et la mémoire, il y a au moins deux dimensions qui sont très fondamentales dans le judaïsme, bien entendu. C'est d'une part la mémoire et d'autre part la Shoah. L'antisémitisme et la psychanalyse sont des aspects un peu secondaires, mais qui évidemment sont liés. Nous avons là une sorte de quadrige entre la mémoire, qui est l'une des formes de l'identité juive, la Shoah, qui est ce que nous avons vécu, la psychanalyse, qui est quelque part un produit dérivé du judaïsme, et l'antisémitisme, qui est aussi un produit dérivé du judaïsme par réaction. Au cœur de tout ça, évidemment, il y a la Shoah. La Shoah est un événement très singulier. Il y a le grand débat parmi les philosophes et les historiens concernant la spécificité de la Shoah. Il y a deux grandes écoles parmi les historiens ou les sociologues aujourd'hui. En général, la communauté juive a tendance à mettre l'accent sur l'absolue singularité, le caractère exceptionnel, exorbitant et à nul autre comparable de la Shoah. D'autres mouvements de pensée ont tendance à dire que c'est un génocide affreux, à la fois par sa brutalité et par son extension, mais qu'il y a d'autres génocides. Le génocide arménien, le génocide de Darfour, etc. Et il y a là comme une sorte de syndrome en Europe occidentale qui est extrêmement intéressant, où la communauté juive, consciente du caractère totalement exceptionnel de ce génocide, qui n'est pas le premier, il y en a eu tout au long de l'histoire des génocides, mais étant donné non seulement par le nombre de victimes, mais aussi par la barbarie et aussi par le but qui était l'éradication d'une communauté humaine, par la haine, qui n'était pas seulement le fait de combattre un ennemi, mais qui était de vouloir éradiquer le peuple juif et ce qu'il représentait. Donc, on ne doit pas comparer ce génocide à un autre génocide. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a remplacé le mot holocauste, qui était utilisé pendant très longtemps, d'abord par le mot chorban, qui veut dire destruction, puis par le mot Shoah, qui veut dire catastrophe. Ce dernier mot étant en réalité le seul qui soit vraiment adéquat pour dire ce qui s'est passé et qui, de façon vraiment très curieuse, a inspiré aux islamistes et aux Palestiniens l'idée d'appeler la création d'Israël Nakba, la catastrophe. La Nakba, c'est la Shoah. Il y a eu une Shoah palestinienne le jour où l'État d'Israël s'est créé. Évidemment, il paraît complètement absurde de comparer 6 millions de morts d'un côté et la dépossession d'une partie de la Palestine attribuée au plus par l'ONU, donc la dépossession comme une Shoah, mais c'est ce terme qui aujourd'hui, même s'il est souvent mal utilisé, c'est ce terme qui convient le mieux quand il s'agit de parler de ce qui s'est passé dans les camps de la mort. Alors, je ne prends pas position là-dessus, cette Shoah continue, et je crois que c'est peut-être ça ce qui peut nous préoccuper le plus. Cette Shoah continue d'habiter 60 ans après, d'habiter les esprits, les consciences, les mémoires et l'actualité. C'est un des deux grands événements au XXe siècle qui ont une portée historique irréversible. La Shoah et la création de l'État d'Israël. À part ça, le XXe siècle a changé beaucoup de choses
dans la civilisation, par ses inventions, par sa technologie, par la télévision. Je disais tout à l'heure, si la télévision avait existé quand Hiroshima a été bombardé, probablement les réactions auraient été différentes. Tout a changé, tout est en train de changer dans notre vie, et ça change encore davantage avec toutes les crises économiques que nous connaissons. Mais quand même, les deux événements qui ont marqué le XXe siècle, à part les deux grandes guerres, ce sera évidemment, d'une part, la création de l'État d'Israël et précédemment la Shoah. Parce que cette Shoah, tout comme l'État d'Israël, continue d'être présent à la pointe de l'actualité. On s'y réfère en permanence. Il y a même en France maintenant un mouvement anticolonialiste qui s'est appuyé sur la Shoah pour entrer en concurrence avec le peuple juif. Ce que je disais tout à l'heure à propos des deux génocides, du génocide arménien, etc., ou du génocide juif, se vérifie dans des réactions de l'opinion publique qui sont extrêmement négatives, notamment lorsqu'il s'agit du problème des Noirs ou du problème du colonialisme. C'est-à-dire qu'un des effets pervers, parce que la Shoah a des effets pervers, elle n'a pas que des effets pervers, j'y reviendrai, mais elle a des effets pervers. Un des effets pervers, c'est que des dizaines d'années après la Shoah, des minorités qui se sentent victimes, ou dont les parents ou les grands-parents ont été victimes, ou les ancêtres ont été victimes, se réclament du sort fait à la mémoire de la Shoah pour demander la reconnaissance de leur propre Shoah. Il y a en France, vous l'avez lu dans les journaux, une revendication que l'État français s'excuse, demande pardon, et pour le colonialisme en Algérie et ailleurs, et pour le colonialisme en Afrique noire, et d'une manière générale que le monde occidental demande pardon pour la Shoah des Noirs et pour la Shoah des musulmans. Et ce qui est d'ailleurs absolument stupéfiant dans tout cela, c'est que cette revendication s'articule sur des similitudes qui sont évidemment loin d'être évidentes. Mais il y a là une sorte de jalousie des victimes qui provient du fait que la Shoah occupe l'actualité. Il y a des commémorations chaque année, commémorations télévisées en France, Yom HaShoah est télévisé. Et il n'y a pas de commémoration pour les autres. Et ainsi s'établit une bizarre rivalité des victimes. Il n'y a pas que vous qui avez souffert. C'est une chose que l'on entend fréquemment. Et on peut dire de ce point de vue que la Shoah est une espèce de cancer qui ronge les âmes, non seulement en Europe occidentale, enfin, je veux dire, il est devenu une sorte de poison qui empoisonne les relations entre communautés, puisque ça crée de l'antisémitisme aujourd'hui. En France, on a créé une fondation pour la mémoire de la Shoah, pourquoi pas une fondation pour la mémoire du colonialisme, avec en plus ce fait que, d'une façon absolument invraisemblable, on a accusé les marchands juifs d'avoir pratiqué sur une grande échelle la traite des Noirs, ce qui est absolument faux, car 90% des personnes qui vendaient des esclaves en Afrique étaient des Arabes et des musulmans. Donc, vous savez, c'est un énorme... Il y a des retournements dans l'histoire, selon, puisqu'on doit parler un peu de psychanalyse aussi, selon une des dimensions que la psychanalyse a très bien comprises, c'est de rejeter sur autrui les défauts que vous voyez en vous-même, ou les manques que vous voyez en vous-même. Je peux citer une anecdote très intéressante à cet égard, qui est la suivante. C'est que tout le monde connaît Le Marchand de Venise, de Shakespeare, avec le personnage de Shylock qui demande une livre de